à tous, bonjour Pierre. Bonjour Benoît. Bienvenue dans cette nouvelle émission Coupe-Fil, le magazine de l'art sur Watch TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mois-ci avec un agenda complet sur les expositions du moment et comme d'habitude des invités prestigieux, que ce soit des galeristes, des commissaires d'exposition, conservateurs de musées, mais aussi des experts du monde de l'art. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Watch TV. Pour vous faire découvrir cette passion que nous avons pour l'art. Oui. Pardon Benoît, je vais te couper. Je veux juste, tu parlais d'invités. On va recevoir aujourd'hui Isabelle Kahn, qui est la commissaire de l'exposition Bonnard, que nous voyons en arrière-plan. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous allez nous parler de cette exposition que vous avez montée au musée d'Orsay autour d'un des grands peintres français qui s'appelle Pierre Bonnard. On vous retrouve tout à l'heure. Voilà, et en deuxième partie donc, d'émission, nous couvrirons des expositions, Pierre, oui. Et en particulier Varigny à la Villette. Absolument. Ensuite, Bruce Nauman à la Fondation Cartier. Voilà. Et on parlera aussi de l'exposition Les Clés d'une Passion à la Fondation Louis Vuitton. Absolument, qui est une exposition qui a fait beaucoup parler d'elle, voilà, pour diverses raisons, ouais. On les évoquera. Et on clôturera donc l'émission avec les programmes en ces vacances de Pâques, les programmes pour les enfants. Absolument. Les événements, les musées dédiés à l'art, mais à la création de manière générale pour les enfants. Absolument, vacances de Pâques et aussi tous les futurs ponts du mois de mai et en prévision aussi des grandes vacances, puisque effectivement tous les musées maintenant se mettent à faire des ateliers pour enfants. Voilà, vous pouvez discuter avec nous comme d'habitude via les réseaux sociaux, hashtag Coupe-Fil sur @Watch TV, tout au long de cette émission. Et nous sommes évidemment en direct sur les box. Voilà, je pense que les box, voilà, ça va s'afficher en bas. 178 pour le canal de SFR, le canal Free c'est 154, Bouygues 127 et Orange 168. Voilà. Et voilà, donc c'est parti pour cette émission. Et nous allons commencer effectivement par Pierre Bonnard au musée d'Orsay. Donc, nous recevons pour parler de cette exposition Bonnard au musée d'Orsay, Isabelle Kahn, qui est la commissaire de l'exposition. Bonjour Isabelle. Enfin, rebonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, l'exposition Bonnard a commencé donc le 17 mars et se tient jusqu'au 19 juillet. L'exposition s'appelle Pierre Bonnard, peindre l'Arcadie. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre, pardon Isabelle ? Oui, tout d'abord peut-être je précise que l'exposition est également organisée par Guy Cocheval, donc on est deux commissaires, Guy Cocheval qui est le président du musée d'Orsay, et nous avons choisi donc de prendre pour sous-titre Peindre l'Arcadie pour montrer en fait toute l'œuvre de Bonnard à travers un angle très particulier qui est celui de l'Arcadie. Alors, l'Arcadie, est-ce que vous pourriez nous repréciser en deux mots ce qu'est ce concept, ou plutôt comme un jardin d'Éden? Oui, c'est ça, c'est l'idée de l'Éden, mais c'est aussi l'idée chez Bonnard que cette Arcadie, elle est là où il se trouve, et la façon dont il peint la réalité, avec ce prisme déformé qui est l'envie de donner une idée très positive de la vie. Donc on voit d'emblée Bonnard très jeune créer une peinture colorée, pleine d'animation, pleine de vie. Et cette tendance va évidemment aller en s'accentuant tout au long de sa carrière. Et cette exposition a voulu également montrer à travers l'Arcadie qu'il fallait au fond toujours avoir cette vision positive de la vie, parce que nous sommes tous mortels. Et cette Arcadie, c'est aussi la référence au tableau de Poussin où on va des bergers découvrir une tombe dans le milieu de ce paradis, ce qui nous rappelle à tous qu'on est mortel et qu'il faut vraiment profiter de la vie et la rendre encore plus belle, et l'art nous sert à ça. Alors, il y a eu une exposition Pierre Bonnard il y a quelques années au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. En quoi l'exposition d'Orsay
vient renouveler pas le genre, mais vient renouveler un peu l'approche qu'on a de Pierre Bonnard. C'est vrai que l'exposition du musée d'Orsay se différencie complètement des expositions qui ont déjà eu lieu sur Pierre Bonnard. Celle qui a eu lieu il y a 10 ans au musée d'art moderne de la ville de Paris était essentiellement chronologique et surtout centrée sur la production de Bonnard au XXe siècle. L'exposition qui est la première au musée d'Orsay consacrée à Bonnard va avoir un angle d'approche un peu différent puisqu'on a à la fois du chronologique mais aussi du thématique et ce qui montre un engagement par rapport justement à ce thème de l'Arcadie, à cette vision embellie de la vie qu'est Bonnard et également un désir aujourd'hui on a un discours un petit peu différent parce qu'on connaît beaucoup plus de choses de la vie privée de Bonnard. Et je pense que l'exposition rend compte de toutes ces découvertes. Alors on va voir une petite vidéo qui a été faite par le musée d'Orsay. Alors on vous voit sur cette vidéo, mais donc on passera la vidéo sans le son pour un peu suivre le montage de l'exposition et puis voir un peu le parcours, effectivement. Là, vous avez effectivement travaillé par thématique, les grands thèmes qui sont chers à Bonnard. Oui, et puis on voit, donc là nous sommes sur le chantier de l'exposition, oui. Quelques semaines auparavant. Les tableaux arrivent, on les met en place. Donc pour nous, c'est un grand moment de vérité, de cristallisation de tout le travail de préparation. Et en particulier, dans le premier mouvement de tableau, il y avait, et là je me trouve également derrière cette grande composition sur le thème de la cueillette des pommes. Et pour l'exposition, on a fait venir 3 autres tableaux sur le même thème. Ces tableaux ont tous la même hauteur, le même thème, et c'est pour la première fois, puisque les autres panneaux sont aux États-Unis, au Japon et le musée d'Orsay en possède un, c'est la première fois qu'on réunit tous ces tableaux ensemble, avec l'hypothèse que Bonnard, très jeune, a déjà conçu une grande décoration. Alors, l'accrochage, comment est organisé l'accrochage? C'est chronologique, mais c'est aussi par section? Oui, d'emblée, on définit, quand on prépare une exposition, on définit un circuit avec les sections qui vont articuler en quelque sorte le propos. Là, comme je vous le disais, donc, il s'agit d'un circuit qui est chronologique. On va présenter les premières œuvres de Bonnard, mais aussi on va donner beaucoup d'attention à certains thèmes, comme le thème des nus dans la salle de bain, oui. Ou aussi des thèmes qui sont liés aux résidences de Bonnard, donc en Normandie, sur la Côte d'Azur. Et enfin, on finit l'exposition en apothéose, dans une salle qui est très grande, qui a un très haut plafond, et on a pu installer des décorations. Donc très tôt, Bonnard reçoit des commandes pour des grands décors, avec des hauteurs monumentales. Et ici, pour la première fois, on a pu reconstituer ces ensembles et voir un Bonnard très différent de celui de la peinture de Chevalet, où cette dimension lui permet d'épanouir toute sa conception de la peinture, c'est-à-dire l'accumulation des détails, ses thèmes préférés, donc ces thèmes arcadiens, des bords de mer, de la campagne, des animaux, des enfants, des femmes. Donc on est vraiment plongé dans l'univers de Bonnard. Et alors pour revenir justement sur cette section sur la salle de bain et le nu, effectivement Bonnard on a fait beaucoup. Et il a surtout représenté aussi sa femme, Marthe. Pourquoi cette passion pour cet univers du bain et du nu? Alors très tôt, Bonnard a peint des nus à la toilette. Alors au départ, on sait que c'est Marthe, on sait que c'est sa compagne, elle a un très très joli corps, donc il est très heureux de la peindre. Et puis progressivement, on voit que ce thème va évoluer d'une manière très différente. Et dans la salle, à un moment donné, il y a un vrai basculement entre ce continu glorieux peint dans la lumière, avec la femme consciente de sa beauté qui se met en valeur, qui sait que le peintre est là en train de la regarder. Et puis à partir de 1925, on sent une atmosphère très différente dans la salle de bain. D'ailleurs, le modèle n'est plus debout, mais allongé dans la baignoire, plongé dans l'eau. Et Bonnard s'est placé juste au-dessus en
en surplomb sur la baignoire. Donc son regard va véritablement épingler son modèle au fond de l'eau. Et là, on voit que le corps devient rigide, il y a quelque chose d'un peu cadavérique. Et l'eau d'ailleurs semble assez froide. Et cette année 1925 est une année particulière. C'est l'année du mariage de Bonnard avec Marthe. Mais c'est aussi l'année où sa maîtresse, dont il est très amoureux, se suicide, probablement à l'issue de ce mariage. Donc on est dans cette expression d'une situation absolument terrible et catastrophique. Donc Bonnard ne va jamais parler, mais il va peindre, il va laisser des morts. Donc tout cet ensemble fait partie du cœur de l'exposition, la section donc placée au centre du circuit. Mais dans cette série, il y a quand même une baignoire parce que le thème va être beaucoup retravaillé. Et au bout de 10 ans, ces baignoires qui étaient un petit peu morbides, un petit peu tristes, vont prendre une dimension exceptionnelle avec la lumière qui tout d'un coup va traverser véritablement les murs, dématérialiser les décors, la baignoire, et on arrive à une véritable mosaïque de couleurs, une explosion de lumière absolument dans toutes ces salles de bain qui, au fond, à l'origine, est très modeste. C'est des petites salles de bain d'appartements, maisons de Bonnard. Et on voit là de quelle manière Bonnard transcende la réalité. Et alors vous parliez de cette année 1925 et de donc ce début du XXe siècle. On a connu Bonnard comme Nabi, très influencé par le japonisme, proche des avant-gardes, et on a l'impression effectivement qu'à partir du XXe siècle, il se tient à l'écart de toutes les avant-gardes, notamment de tout ce qui se passe dans le milieu artistique. À quoi cela est dû? Est-ce que finalement il s'est peu intéressé à ça, aux avant-gardes? Oui, vous avez raison, il est resté à l'écart de tous ces mouvements. Le seul mouvement auquel Bonnard a appartenu, c'est quand il est très jeune et qu'il va être avec ses amis de l'atelier Julien, qu'il va créer le mouvement de groupe de Nabi. Donc ce groupe ne dure que quelques années et après Bonnard va choisir de peindre un peu, non pas isolé, parce qu'il est parfaitement au courant de tout ce qui se passe autour de lui et du travail des avant-gardes, mais il va peindre dans la solitude et suivre une voie qui est très personnelle. Alors, il n'est pas à l'écart de la modernité parce qu'on voit bien ses thèmes, ses couleurs. Il fait vraiment partie des grands mouvements du XXe siècle, mais il n'est pas pris dans un courant qui au fond, l'obligerait toute sa vie à peindre de la même façon. Et d'ailleurs, ni d'ailleurs entre les mains de certains critiques. Donc c'est une attitude qui lui a valu quand même beaucoup une mise à l'écart d'une certaine façon. Mais sans cette mise à l'écart, Bonnard peut-être n'aurait pas pu achever son œuvre et le poursuivre comme il en avait envie. Donc au fond, cette situation l'arrangeait. J'ai lu beaucoup d'articles sur l'exposition et souvent il résume ce peintre au peintre du bonheur. Le peintre du bonheur avec bien évidemment une référence aux couleurs, une référence à l'intimité et au contenu de l'œuvre. Est-ce un bon résumé ou c'est trop court ? Non, c'est bien. Je pense qu'il y avait un seul mot pour résumer Bonnard, c'est vraiment la couleur. Donc, c'est tout à fait juste. Mais c'est pas une couleur simple. C'est une couleur très travaillée et une couleur aussi qui tient compte de la lumière. Et grâce à cette couleur, Bonnard va échapper à la description du réel. Donc, on est vraiment dans un travail de peinture pure quand on regarde un tableau de Bonnard. On voit ce désir de créer par des harmonies de couleurs. Alors Bonnard fait partie de ces peintres aimés du grand public. Justement, est-ce que c'est juste ce côté peintre du bonheur qui est un peu, ce que voulait dire Benoît, peut-être un peu réducteur au regard de sa vie? Ou est-ce que effectivement les gens retiennent plus le côté coloré, figuratif effectivement aussi, de son œuvre? À quoi on peut expliquer le succès encore actuel de la peinture de Bonnard?
Si vous C'est vrai que Bonnard attire parce que les images qu'on voit comme ça rapidement sont très attirantes. On imagine que c'est une peinture très joyeuse. Mais quand on regarde davantage, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nuances dans cette peinture. Et il y a souvent des éléments un petit peu bizarres, des taches de couleur qu'on a du mal à identifier. Il y a toujours aussi des petits détails qui surprennent, qui font sourire. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a aussi beaucoup de mélancolie. Donc Bonnard est quelqu'un qui est très sensible, qui est tout à fait dans l'empathie des personnes qui l'entourent, avec lesquelles il vit, et qui forme d'ailleurs le thème principal de sa peinture. Et cette Arcadie, c'est aussi toutes les personnes qu'il aime et qu'il a rassemblées dans sa peinture. Alors vous parliez aussi en début d'interview, et on a pu voir quelques images à l'écran tout à l'heure, de la dernière salle, ou des 2 dernières salles, qui sont consacrées au grand décor. Alors, ça a été assez facile d'obtenir les prêts pour présenter ces décors, puisque certains sont, par exemple, il me semble qu'il y en a un en Russie, dans je ne sais plus quel musée, si c'est Pouchkine ou musée de l'Ermitage. Vous allez pouvoir me le dire. Oui, alors on a eu des prêts du monde entier, et pour les grands décors en particulier, donc ce grand triptyque de la Méditerranée qui s'appelle Méditerranée, donc qui est venu du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. On a aussi un très grand panneau venu du musée Pouchkine de Moscou. Donc les musées russes nous ont beaucoup prêté, mais tous ces prêts ne sont pas du tout faciles à obtenir. Donc il a fallu 3 ans pour préparer cette exposition. Et beaucoup travailler, parfois faire des échanges aussi de tableaux. Et donc, grâce à tout ce travail, on a pu reconstituer des ensembles aussi. Et donc combien d'œuvres sont présentées? Combien de temps pour préparer une telle exposition? C'est plusieurs années, j'imagine. Oui, voilà, donc il faut au moins 3 ans. Ouais. Il faut aussi beaucoup se déplacer, aller voir les tableaux sur place, rencontrer les propriétaires, négocier. Et voilà, donc ça c'est notre travail préparatoire. Ensuite, il faut le mettre en scène, et on a bénéficié d'une très belle scénographie d'Hyperlégal. Voilà, donc c'est le travail habituel, mais ici qui est vraiment couronné de succès, parce que tout le monde avait à cœur de participer à cette grande rétrospective, la première organisée au musée d'Orsay sur Bonnard. Le musée d'Orsay qui gère l'œuvre de Bonnard et qui possède l'une des plus belles collections de tableaux de cet artiste. Oui, c'est ça, les collections françaises sont richement pourvues en Bonnard, et notamment le musée d'Orsay. Combien d'œuvres exactement vous avez On a 85 tableaux et également une donation sous réserve d'usufruit. Donc ça veut dire que ces tableaux ne sont pas encore visibles au musée d'Orsay. Et ces tableaux ont en effet servi de base à la construction de notre projet, mais ils ne représentent que 25 à 30% de l'ensemble des œuvres présentées. Et dans ce pourcentage, je compte également des photographies, puisqu'au cœur de l'exposition, on a un petit cabinet de photographie montrant le lien de Bonnard entre la peinture et la photographie, et surtout la continuité dans les modèles. Oui, en effet. Je trouve que c'est une coupure très sympa dans l'exposition, le passage par la photo, en effet. Et alors, pardon, moi j'avais une dernière question, toujours sur ces grands décors, parce qu'en faisant l'exposition, j'avais une question qui m'était venue, c'était est-ce qu'il existe des photos de ces intérieurs? Puisqu'alors, vous avez recréé les grands décors, vous présentez effectivement les panneaux, plusieurs grands décors dans la même salle. Voilà, là on voit cette salle avec les 3 grands panneaux au fond qui sont de l'Ermitage. Et puis donc ça fonctionne par alcôve avec donc d'autres décors. Est-ce qu'il existe des photos d'époque de ces décors qui étaient effectivement montrés dans des maisons particulières? Alors malheureusement, ces documents sont rares, mais il existe une photographie avec le décor de la Méditerranée pour Morozov. Et cette photographie était très intéressante. On s'est inspiré de cette présentation pour l'accrochage des panneaux au musée d'Orsay. Ivan Morozov était un collectionneur russe qui avait un très bel hôtel particulier à Moscou et qui a commandé à Bonnard donc des panneaux décoratifs pour aller sur le palier de l'escalier d'honneur de son hôtel particulier
et les panneaux devaient prendre place entre des colonnes. Donc Ivan Morozov envoie le plan de l'emplacement à Bonnard, qui travaille, qui fait ces 3 panneaux, et qui, avant de les envoyer à Moscou, va les exposer au Salon d'automne à Paris, et à ce moment-là, l'ensemble, le triptyque, a pour titre « Panneaux entre les colonnes ». Donc en effet, on s'est complètement appuyé sur cette information pour faire une sorte de reconstitution, ou plutôt d'évocation de la présentation des décors in situ. Et l'architecte, par ailleurs, a permis, grâce à des petites niches ou de pouvoir vraiment accrocher les ensembles pour qu'on imagine ce qu'étaient ces panneaux présentés au même endroit. Et la plupart de ces panneaux aujourd'hui, à part les triptyques de l'Ermitage, ont été dispersés. Donc c'est aussi un de nos plaisirs de pouvoir proposer la reconstitution de ces ensembles. Alors, j'ai juste une petite question, je reviens sur le temps de préparation, 3 ans donc de préparation. Vous indiquiez qu'il faut négocier avec les institutions, collectionneurs et musées. Quel est le contenu de ces négociations ? Les gens prêtent difficilement ces œuvres exceptionnelles ? Oui, c'est vrai que les propriétaires se séparent difficilement des œuvres d'art, donc il nous faut convaincre déjà par le sujet même de l'exposition, l'importance scientifique, et aussi montrer à quel point leur œuvre est unique dans notre parcours. Une exposition, c'est pas une édition de tableaux. Chaque œuvre a sa place, chaque œuvre va rentrer en résonance avec d'autres, et va nous aider aussi justement, puisqu'on a commencé sur ce propos, quelle est la différence avec les autres expositions. Et cette différence, c'est dans notre appréciation de l'importance des œuvres et dans leur placement, de façon à créer vraiment des dialogues. Voilà, donc c'est tout le travail de commissariat qu'on a réalisé avec Guy Cojal, de concevoir d'abord cette exposition dans nos têtes, et puis ensuite d'aller la concrétiser avec nos partenaires, donc qui sont nos collectionneurs et les musées. Isabelle Kahn, merci beaucoup. Effectivement, l'exposition Pierre Bonnard fait appel à beaucoup de dialogues entre les œuvres, la section photo qui est très réussie, et cette dernière salle effectivement sur les grands décors. On imagine effectivement, on s'imagine bien déjà dans ces grands appartements ou ces grandes maisons bourgeoises, on voit l'emplacement de ces grands décors, c'est absolument sublime. Voilà, et puis à noter qu'il y a Pierre a noté une petite vidéo au milieu de l'exposition qui permet de voir Pierre Bonnard à l'époque. Donc voilà, petite vidéo qui est absolument intéressante aussi. Donc l'exposition, pour rappel, c'est l'exposition qui a lieu au musée d'Orsay, et donc elle a commencé le 17 mars et elle dure jusqu'au 19 juillet. Peindre l'Arcadie, Pierre Bonnard. Pierre Bonnard. Isabelle Kahn, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Et à très bientôt. À bientôt. Nous continuons après Pierre Bonnard. Nous allons attaquer la partie contemporaine, et avec 3 expos à Paris, voilà. Notamment avec Felice Varini à la Villette. À la Villette. Alors, Varini à la Villette. Benoît, je t'écoute. Écoute, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu Varini à plusieurs reprises, puisque c'est très intéressant. Un artiste contemporain, né en 1952, en Suisse. Oui. Et donc un artiste qui, comment peut-on le classifier, si on peut le classer quelque part ? C'est compliqué. C'est de la géométrie ? C'est de la sculpture, c'est de l'installation, on va pas appeler ça du land art parce que ça fait pas appel au paysage, mais c'est des interventions sur bâtiments. C'est très géométrique, ça pourrait se rapprocher d'art cinétique un peu. Oui, parce une œuvre était présentée à l'exposition Dynamo au Grand Palais. Oui. Voilà, ici, Felice Varini propose plusieurs œuvres in situ. Voilà, là, on en voit là par exemple alors du coup c'est à la Grande Halle de la Villette. Voilà, donc pour illustrer Felice Varini, ça parle. Donc en effet, il y a un phénomène optique. Il faut être bien placé pour comprendre
je dirais, l'œuvre, puisqu'il y a un phénomène optique, c'est en fait donc des marquages, soit sous forme de peinture ou sous forme d'adhésif, qui sont positionnés sur l'espace. Et une fois que l'on est bien centré dans ce cas-là, on peut voir un visuel qui est cohérent et qui présente quelque chose. Mais on peut ici bien comprendre que les marquages sont sur les colonnes, sur le plafond, et bien placés, il y a un phénomène optique qui s'opère et qui fait fonctionner l'œuvre. Absolument. Le spectateur est du coup aussi acteur dans ces cas-là. Alors ce qui est intéressant aussi avec Felice Larini, c'est qu'on peut se balader dans l'œuvre, c'est-à-dire que là effectivement on peut déambuler sous le porche et de voir d'autres aspects, puisqu'effectivement on voit juste quelques morceaux, soit d'adhésif, soit de peinture. Et effectivement, il y a un moment où tout se révèle, puisqu'on se retrouve devant le point de vue que l'artiste a choisi, et on se retrouve avec ces demi-cercles concentriques. Par exemple, ici, dans ce cas-là. Il y a d'autres installations dans la halle, dans le parcours. Il y en a une autre. Alors celle-ci, c'est amusant parce que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, là c'est vraiment dans la déambulation. Donc là, on a plusieurs aplats de couleurs qui ne représentent pas grand-chose, qui restent très abstraits. Et sur un autre point de vue, quand on se replace dans un autre angle, ça devient tout se tient dans un cercle et on se retrouve avec comme des espèces de camemberts. Voilà. Donc ça, c'est assez amusant à faire. C'est vraiment c'est une exposition à faire en déambulation. Je crois que l'entrée est libre, si je ne m'abuse. Là par exemple aussi la photo qu'on vient de voir sur les petits, ce sont des flèches. Tout dépend de la façon dont on se met, mais soit ça devient évident, parce que là on voit le petit bout en haut, qui est le bout de la flèche. Ça peut soit être présenté comme une œuvre un peu abstraite, et soit vraiment prendre forme avec des flèches. Donc c'est à la Villette jusqu'au du 15 avril au 13 septembre. Carrés concentriques aussi, pareil, ça c'est assez impressionnant, c'est que là on se retrouve avec des carrés, et si on se déplace, ça donne une autre forme encore. Voilà. Et là, ce qui est bien intéressant de comprendre, sur ces carrés, il n'y a aucun... l'environnement est pris tel quel, c'est-à-dire on n'a pas rajouté de poteaux, le marquage est au sol, le marquage est sur le poteau, le marquage est sur le plafond, donc on a vraiment ce phénomène optique en prenant l'espace tel qu'il est. Il y a... Rien n'est rajouté. On voit très bien, le marquage est au sol, absolument, mais quand on se recule, l'effet optique fonctionne. Voilà, donc l'exposition a lieu jusqu'au 13 septembre. À la Grande Halle. Il me semble que l'entrée est libre. Je ne dis pas de bêtises. J'ai vu passer ça quelque part, mais à vérifier. En tout cas, c'est donc dans le 19e arrondissement, à côté de la Nouvelle Philharmonie. Voilà pour Felice Larini. Plutôt simple. Oui. Mais bon. Simple et efficace. C'est une belle balade, une belle déambulation dans l'art contemporain. Effectivement, il y a un côté un peu ludique aussi. Et un artiste très connu qui a quand même fait beaucoup d'installations telles que celle-ci dans le monde entier. Qui fait beaucoup d'interventions in situ, en effet, effectivement. Voilà, prochaine exposition suivante dont nous aimerions parler, c'était la Fondation Vuitton, Les clés d'une passion. Alors ça, c'est une autre ambiance. Donc là, on se transporte dans le 16e arrondissement, et plus précisément dans le bois de Boulogne, dans ce nouveau bâtiment fait par Franck Guéry à la gloire de la Fondation Vuitton. Et donc la Fondation Vuitton continue son programme d'exposition inaugurale avec une exposition qui s'appelle Les clés d'une passion, qui n'est rien d'autre qu'une accumulation de chefs-d'œuvre prêtés par des grandes institutions. Voilà, là on voit la danse de Matisse, on voit le grand déjeuner de Léger, on a vu le cri de Munch, cri de Munch, alors qui avait défrayé les chroniques il y a quelques temps avec son vol dans le musée. Le tableau a été retrouvé. Il y a du Malevich aussi. Il y a du Malevich, il y a Rothko, ils sont tous là, il y a Giacometti,
C'est en 6 salles, c'est des thématiques. C'est censé présenter tout ce que le XXe siècle a produit d'avant-garde pour légitimer ou asseoir la collection de Bernard Arnault, ni plus ni moins. Voilà, l'exposition en elle-même. Alors moi, je suis assez réservé. Je trouve que les tableaux sont magnifiques. On les connaît pour leur valeur intrinsèque. Voilà, ça permet de les voir. La danse de Matisse, qui appartient au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, ne bouge quasiment jamais. La danse qui appartenait à la collection, si je dis pas de bêtises, ça doit être la collection Morozov, dont on a parlé avec Isabelle Kahn, justement sur Bonnard. C'est un tableau qui ne voyage quasiment jamais. C'est un vrai plaisir de le voir, puisque c'est un des chefs-d'œuvre de Matisse. Alors, on a une petite vidéo qui présente l'exposition un peu plus en détail. Absolument. Je te propose d'en reparler après, parce qu'ils font en particulier le pont entre cette collection d'œuvres fondamentales avec la collection plus contemporaine de Bernard Arnault. Alors, il y a une ligne qu'on appelle l'expressionnisme subjectif, qui est très explicite, une ligne contemplative, qui est très importante dans la collection, une ligne popisme, c'est à voir avec la culture populaire, la ville, les nouveaux médias, etc., et une ligne musique-son, qui est aussi très représentée dans la collection contemporaine. Les 4 séquences de cette exposition renvoient aux lignes de la collection d'art contemporain. C'est-à-dire des lignes qui sont plus sensibles, j'allais dire, que proprement conceptuelles, mais qui existent de façon structurelle pour la collection contemporaine. Et on essaye de juxtaposer des œuvres fondamentales qui correspondent à la démonstration voulue. Alors quand on prend le cri de Munch et qu'on regarde le cri de Bacon et qu'on voit la façon dont Schwerbeck, qui est moins connu, on induit de ce qu'on connaît le dialogue possible, bien sûr. Cassant les règles de l'époque, la provocation est payante, c'est-à-dire que c'est cette provocation même qui les a imposées définitivement comme référence et qui perdure finalement. Aussi bien, on a derrière moi le cri de Munch, qui a dit une fois pour toutes, je crois, et en cassant toutes les règles stylistiques, j'allais dire, de l'époque. Et je crois que chacune des lignes, j'ai devant moi Malevich, Rothko, c'est la même chose. Et Giacometti, avec une ligne dans l'espace qui définit la solitude définitive de l'être dans le monde. Tous ces artistes-là ont constitué en effet des repères par rapport à tout ce qui existait avant. Je crois que l'ouverture d'un nouveau collection comme ça à Paris mobilisait l'intérêt, ça c'est certain. Alors voilà, la petite vidéo de présentation de l'exposition faite par la Fondation Vuitton. Donc on voyait Suzanne Paget, qui est la directrice artistique de la Fondation, qui est aussi à la tête du fonds de la collection de Bernard Arnault. Pardon. Donc connaît très bien effectivement les œuvres que possède Bernard Arnault, puisqu'elle est aussi conseillère pour les achats. Alors cette exposition, Benoît, je ne sais pas, tu l'as faite? Non, je ne l'ai pas faite. Mais il y a deux choses. Il y a un côté positionnement de l'exposition comme le contenu
du bâtiment, et maintenant ils essayent de l'imposer de plus en plus, pas comme un lieu événementiel, un lieu lié à la mode, etc., un lieu lié à Louis Vuitton, mais vraiment à une référence dans le domaine de l'art. Donc il y a un petit peu ce positionnement-là avec cette exposition et ses œuvres. Et puis il y a des liens que j'aimerais que tu m'expliques. Bien évidemment, il y a des références, il y a tout le temps des réinterprétations des œuvres historiques dans l'art contemporain aujourd'hui, mais il y a aussi un positionnement comme un départ vers des lignes directives vers la collection, et j'imagine les expositions suivantes qui seront plus liées à la collection de Bernard Arnault et donc à l'art contemporain. Donc je vois deux choses, c'est ce que j'ai lu. Mais on se pose aussi ces questions-là en fait. Enfin, parce que tu disais que tu imagines effectivement que ça va être, que cette exposition crée des ponts avec les futures expositions et la collection de Bernard Arnault. L'ennui, c'est que pour le moment, on n'a pas vu grand-chose de la collection. Exact. Si ce n'est dans l'exposition inaugurale où finalement assez déceptive en termes de qualité. Il n'y avait pas grand chose à sauver, à part, alors effectivement tous les grands noms de l'art contemporain y sont pour le moment, mais voilà, finalement la bonne surprise, c'est de voir cette exposition, puisque là pour le coup effectivement il y a eu une débauche de moyens, clairement, pour obtenir tous ces prêts. Alors, la Fondation se défend et martèle bien d'ailleurs partout qu'il n'y a pas eu de location d'œuvres ou qu'il n'y ait pas du tout question d'argent pour le prêt de ces œuvres. Alors, il y a Sabine Gignoux de La Croix qui a publié un article justement sur cette question-là qui était très intéressant parce que justement elle pose les questions qu'aucun autre média n'a osé poser comme question, c'est de savoir effectivement comment c'est possible que ce soit du prêt juste pour le plaisir. Pour des chefs-d'œuvre qui ne sortent jamais du pays. Je reviens sur la danse de Matisse. La danse de Matisse, il y a un autre exemplaire à la Fondation Barnes, qui est en fait une esquisse, une étude préparatoire, qui pareil, alors elle voyage un peu plus, mais ça reste l'esquisse. Le chef-d'œuvre abouti se trouve au musée de l'Ermitage, et les Russes sont quand même connus pour plutôt financer leurs prêts que prêter à titre gracieux. Donc voilà, donc il y a des petites zones comme ça d'ombre. Alors certes, si effectivement Vuitton a réussi à obtenir gracieusement ses prêts, on imagine derrière forcément des tractations financières ou des enjeux liés effectivement aux marques de luxe, puisque pour le coup, même si la Fondation essaie de se positionner un peu moins sur la mode, de toute façon, s'appelle Fondation Vuitton. Vuitton renvoie quand même à l'industrie du luxe. Bien sûr. Donc on imagine peut-être effectivement des accords. Ça peut être des types commerciaux, ça peut être du mécénat, ça peut être plein d'autres choses, mais effectivement, certainement pas juste... on imagine mal les musées internationaux ou comme le Metropolitan, juste prêter pour le fun des chefs-d'œuvre à une fondation qui vient d'ouvrir, dont on connaît pas grand-chose, si ce n'est une puissance financière. Et donc les liens avec les expositions à venir sont aujourd'hui un peu difficiles à tirer. Et les expositions, ça va être très compliqué, oui, parce que de toute façon, la communication de la Fondation est telle que pour le moment, on n'a pas vraiment... on ne sait pas trop ce qui va se passer après. On imagine effectivement encore des grandes expositions, des grands coups, avec des grands artistes, des grands noms. Mais pour le moment, rien n'a filtré, donc effectivement, ça reste un peu mystérieux. Et puis là, pour le coup, c'est vraiment... Cette exposition est à faire uniquement pour aller voir les chefs-d'œuvre, avoir le plaisir de les contempler en France, plutôt que d'aller effectivement... Puis pour ceux qui n'ont pas vu le bâtiment encore, ça vaut toujours le coup d'œil. Et voilà, puisque le bâtiment reste quand même... Il y a beaucoup de monde. Moi, j'y suis allé hier et j'ai pas attendu. T'as fait demi-tour. Voilà, j'ai fait demi-tour. Il y a beaucoup de monde. Voilà, il faut s'armer de patience. Le bâtiment... Alors, je pense que ça va aussi devenir très intéressant les beaux jours arrivant, puisque le bâtiment possède plusieurs terrasses avec des points de vue sur Paris qui sont quand même assez magiques, notamment on s'élève du bois de Boulogne, donc on a quand même une vue sur le haut
décime, ça c'est assez passionnant. Et puis voilà, l'exposition vaut quand même le coup, même si c'est un peu... Voilà, moi je suis sorti un peu mitigé de cette exposition. Les chefs-d'œuvre y sont. Après, voilà, l'accrochage en met plein la vue aussi quand même. La première salle, on se retrouve avec le Cri de Munch et L'homme qui marche de Giacometti, plus un Malevich, plus un Scherbeck à côté, plus un Bacon. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de choses. Enfin, voilà, visuellement, c'est magnifique. Après, ça apportera évidemment pas une pierre à l'édifice de l'histoire de l'art, mais bon. Voilà, bon, on voulait le signaler. Oui, alors l'exposition Vuitton, la fondation se trouve donc dans le bois de Boulogne, à côté du jardin d'acclimatation. Le titre de l'expo, c'est Les clés d'une passion. Absolument. À la fondation Vuitton, donc du 1er avril au 6 juillet. Voilà. Exposition suivante. Exposition suivante. Une autre fondation, la fondation Cartier. Donc là, on se déplace vers d'Enfer-Rochereau. On descend, on part dans le sud de Paris, effectivement, dans un autre bâtiment qui signé d'un grand architecte. Oui, Nouvel. Jean Nouvel, qui commence à avoir quelques années. La fondation fête ses 30 ans cette année. Oui. Voilà, donc là, c'est dans la programmation de ces 30 ans. La fondation continue avec une exposition, j'allais dire, rétrospective. On peut dire ça, en tout cas, puisqu'il y a certaines œuvres historiques, mais c'est une exposition monographique consacrée à Bruce Nauman. Voilà, donc on a quelques petites images de l'expo. Et donc, Bruce Nauman, contemporain, né en 1940, il a 70 ans. Artiste américain. Artiste américain. On l'a dit, je sais plus. Voilà. Donc là, on voit une œuvre de crayon en lévitation. C'est une œuvre vidéo. Voilà, beaucoup de vidéos dans cette exposition de Nauman. Alors, l'exposition fait dialoguer des œuvres récentes. Oui. Certaines sont de 2013-2014 à des œuvres un peu plus historiques. Voilà, là on voit l'artiste dans son atelier. Absolument. Comment peut-on décrire, Pierre, cet artiste ? Quelles sont les cordes qu'il fait vibrer chez nous ? Il est dans quel domaine ? C'est une très bonne question, c'est limite une colle. J'ai du mal à... je te la pose parce que je me la suis posée. Et j'arrive pas trop à le classer. C'est difficile. C'est difficile. De temps en temps, on le présente en regard de Paul McCarthy, de tous ces artistes de Los Angeles. Mais en même temps, il se démarque un peu en étant beaucoup moins trash et d'être un peu moins sur la trash culture. Oui. Beaucoup de vidéos. Beaucoup de corps. Voilà. De corps, en déplacement. C'est assez difficile, effectivement, de le classer. L'exposition, en plus, n'apporte pas vraiment de solution. Voilà. Donc qu'elle présente, effectivement. Alors là, voilà. On voit donc c'est des corps allongés qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la vidéo est projetée sur un mur et aussi au sol. Et donc on voit ce mouvement de corps qui sont coordonnés. C'est une aiguille qui tourne. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu compliqué à définir comme œuvre. En revanche, elle a un côté intéressant et hypnotique, effectivement, sur les vidéos. On se laisse porter, en fait, on se laisse happer par ces vidéos, et notamment celle qu'on vous montrait tout à l'heure. Les crayons en voilà. lévitation. Ici, on se retrouve dans une salle avec effectivement ces vidéos d'hommes hurlants et qui s'appelle le Socio-Anthropo, et on se retrouve aussi avec donc une œuvre un peu historique, une installation que l'on voit au fond, d'objets divers qui gravitent. Voilà, donc c'est une exposition. J'ai trouvé ça très beau, les crayons en lévitation. Ouais. Là, j'ai trouvé ça très très beau. C'est donc un crayon au milieu qui est maintenu par deux autres, et les deux autres crayons qui sont aux extrémités sont tenus par lui-même, par l'artiste lui-même. Donc c'est une performance vidéo
Voilà, j'ai trouvé ça. Oui, puis le bâtiment, enfin voilà, on en revient toujours aussi au bâtiment. C'est intéressant de revoir ce bâtiment de Jean Nouvel, qui n'est pas toujours évident non plus pour les expositions. Là, ça peut peut-être aussi desservir un peu de temps en temps, voilà, certaines salles. Mais bon, voilà, ça fait une petite balade dans le 14e, vers le boulevard Raspail. Exactement. Voilà, l'exposition a lieu jusqu'au 21 juin. Donc, Fondation Cartier, Bruce Nauman. À la Fondation Cartier, donc. Toujours dans le cadre de leur célébration de l'anniversaire des 30 ans. Voilà, et puis pour les 10 minutes qui nous restent à clôturer, avant de clôturer l'émission, nous allons parler de l'art et des enfants. Absolument, voilà, après un petit générique, un petit jingle. Oui, parce que ce sont les vacances scolaires en ce moment, les vacances de Pâques. On va enchaîner avec les ponts du mois de mai et on va terminer par les grandes vacances. Voilà, alors comment occuper les enfants ? Il y a plein de choses. Mais oui. Il y a plein de choses. On a quelques sites internet que on va vous présenter. Peut-être comment veux-tu commencer ? Les sites internet, pas vraiment des sites à présenter, c'est plutôt les musées qui proposent de plus en plus d'activités aux enfants. Alors on connaît effectivement les musées qui ont développé toute une série d'ateliers ou de visites, mais pour les scolaires. Donc ça, c'est dans un cadre un peu plus contraint. Mais de plus en plus, effectivement, les musées ont développé ce qu'on appelle les visites en famille. Ce qui permet aux parents de laisser leurs enfants dans des ateliers et puis de s'échapper et de partir visiter les expos. Voilà, donc on a identifié le centre Georges Pompidou. Oui, parce qu'il y a 3 musées, enfin on est parti sur les musées contemporains. Le musée en herbe. Voilà, le musée en herbe qui est un musée un peu particulier, qui lui est dédié entièrement aux enfants, et le Palais de Tokyo. Voilà, donc le centre Pompidou, ce qui est intéressant avec le centre, c'est qu'ils ont vraiment poussé à fond la partie atelier et maintenant proposent des ateliers selon les tranches d'âge. Ils font aussi des expositions prévues pour les enfants dans la galerie des enfants, qui sont souvent très bien faites, très didactiques, ludiques, faciles d'accès. Voilà, ça c'est important. Pluridisciplinaires, les enfants peuvent vraiment expérimenter. Voilà. Expérimenter leur regard aussi sur les choses. Donc c'est la galerie des enfants qui est au premier étage. Qui était au premier étage, qui a déménagé maintenant, qui a été inauguré. En plus, voilà, le Centre Pompidou fait appel à des designers pour aménager cette zone. Il y avait eu Nathalie Crasset qui avait fait tout un espace. Donc on rentre aussi, on rentre dans un espace un peu ludique, mais au cœur de la création contemporaine. Donc c'est intéressant aussi pour les enfants de se familiariser avec des grands noms du design, de pouvoir toucher, s'amuser, et ne pas avoir l'impression d'être dans un musée figé, ne pas pouvoir toucher les œuvres, ce qui est quand même toujours un peu difficile à comprendre quand on est jeune. Et donc ça, c'est la galerie des enfants. Il y a ce qu'ils appellent les ateliers, où là, ils vont plus travailler sur la création elle-même. Et comme tu le disais, organisé par âge, puisqu'il y a 2-5 ans et 6-10 ans. Voilà. Donc, et ils ont développé aussi, le Centre Pompidou a développé une initiative intéressante, je trouve, c'est la galerie des 13-16 ans. Plus ados. Puisqu'effectivement, les musées préfèrent, je ne sais pas s'ils préfèrent, mais en tout cas ont développé beaucoup de choses vers la cible des enfants, mais il se trouve qu'il y a aussi des ados, que les ados sont quand même compliqués. Il faut les occuper. Et là, effectivement, le centre propose un espace, l'espace 13-16, particulier. Alors pour le coup, il a été aussi proposé à l'aménagement par un designer. D'accord. Et il se situe ? Et lui se situe en sous-sol. Voilà. Donc là, c'est un espace plus adapté pour les ados. On retrouve des séries vidéo, des choses comme ça. Une espèce d'endroit un peu fait pour eux,
Et voilà, on sort un peu de l'atelier classique pour enfants, peut-être un peu plus dirigé et contraint, pour quelque chose un peu plus libre. Voilà, donc le Centre Pompidou propose vraiment des choses intéressantes. On vous passe le site internet parce qu'effectivement, c'est sur leur site qu'on peut trouver toutes les informations pratiques. Les inscriptions en ligne aussi, il me semble qu'on peut le faire sur ce site. Voilà, quand on va sur la partie visite en famille, là on se retrouve effectivement avec toute la section. Voilà, activité. Ça permet de voir un peu tout ce que le Centre Pompidou propose. C'est très intéressant. Ça permet effectivement de préparer sa visite, en tant que parent, de se dire qu'on peut aller faire une exposition, tout en laissant les enfants à côté, occupés, pris en charge par des professionnels, et de ne pas se retrouver, effectivement, on se pose toujours la question de venir avec des enfants dans une expo. Savoir si l'expo ne peut pas être trop longue, trop compliquée, comment expliquer l'art aux enfants. Là, effectivement, ça permet de ne plus se poser ces questions et de laisser les professionnels de la médiation opérer. Voilà pour le Centre Georges Pompidou. Ça, c'est pour Pompidou. Il y a aussi effectivement le musée en herbe. Alors, le musée en herbe, ça, c'est autre chose, parce que le musée en herbe, ça a été vraiment pensé. Alors, c'est une initiative privée. C'est dans le premier. Dans le premier arrondissement. Là, le musée en herbe, en revanche, est entièrement dédié aux enfants. Voilà, on le voit sur la présentation de site. Eux font des expositions à thème. Donc là, en ce moment, c'est Tintin. Le musée imaginaire de Tintin. Absolument. Et en fait, l'invité, c'est le musée de Tintin qui est invité du musée en herbe. Tout à fait. Voilà. Et donc les enfants peuvent se déguiser en reporter. Absolument. Traverser le monde de Tintin comme s'ils étaient dans ce monde, puisqu'ils sont déguisés. Donc voilà, donc là on se retrouve vraiment avec un musée dédié aux enfants, avec beaucoup d'activités. Là c'est assez intéressant aussi de s'inscrire à leurs ateliers, puisque là pour le coup, vraiment le musée a été pensé pour les enfants. Donc il y a les expositions pour les enfants bien sûr, il y a les ateliers avec un Z. Les ateliers, et ils ont 2 ans et demi à 4 ans, et ils ont 5 à 12 ans aussi. Et donc les ateliers, c'est de la création, on le voit ici. Donc vraiment, pas uniquement de l'observation et expérimenter son regard et sa réflexion, mais aussi de la création, comme c'était le cas aussi avec les ateliers du Centre Georges Pompidou. Mais ce qui est intéressant pour le musée en herbe, là, ce que tu disais Benoît, c'est que l'âge de prise en charge commence à 2 ans et demi. Voilà, puisque là où le Centre Pompidou commence un peu plus tardivement, ce qui se comprend aussi. Voilà, ici, le musée en herbe permet une première approche très très jeune du musée. Voilà, et puis on vous conseille d'aller dans Info Pratique sur ce site, puisque sur le site du musée en herbe, très intéressant, il y a tous les détails pour préparer votre visite, les tarifs, les horaires, les tranches d'âge, etc. Voilà pour le musée en herbe. Voilà pour le musée en herbe. Un autre musée, moi, qui m'intéresse toujours, c'est le Palais de Tokyo. Enfin, ce qui n'est pas un musée, qui est un centre d'art contemporain, centre de création. Alors, le Palais de Tokyo a aussi effectivement développé toute une partie pour les enfants avec les ateliers Toc Toc, Teoka pour reprendre le Palais de Tokyo. Oui. Voilà, là on est aussi encore sur une approche ludique, des expositions, voilà, avec des médiateurs. Le Palais de Tokyo se prête bien à ce genre de choses, puisqu'effectivement là pour le coup c'est de la création ultra contemporaine. Voilà, donc les médiateurs travaillent, ont des projets communs en lien avec les expositions. Et c'est assez passionnant à suivre, effectivement, les enfants aiment beaucoup. Là, voilà, on est sur le site, effectivement, on voit sur le site tout ce qui est proposé. Là, on peut réserver en ligne tous ces ateliers. Puisqu'effectivement, alors pour le coup, on vous conseille en général de vous y prendre bien en avance, notamment pour les vacances scolaires, puisque finalement, ces ateliers commencent à avoir du succès.
de plus en plus. Effectivement, beaucoup de familles maintenant font appel au musée comme source de divertissement. Voilà, et donc le musée ne devient plus une espèce de contrainte où on se traîne avec les parents, mais voilà, une aire de jeu. Ce qui n'est pas plus mal pour effectivement se familiariser avec tout ce qui est création contemporaine et évidemment histoire de l'art. Et donc tu nous as amené, Pierre... Et je vous ai apporté... des Muséobox. Voilà, ça c'est... Chez Flammarion. Un nouveau projet éditorial de Flammarion qui vient de lancer ça. Alors, ils appellent ça Muséobox. Alors, rien de révolutionnaire dans les jeux. Là, je vous présente, voilà, ici, les 7 familles au musée d'Orsay. Et j'ai aussi les 7 familles, voilà, on voit ici, j'ai les 7 familles au musée, ouais, voilà, dans le bon ordre, merci Benoît, au musée Guimet. Voilà, donc un jeu de 7 familles très classique, à la différence que, effectivement, on se retrouve donc avec un jeu classique. On va vous présenter ça comme ça. C'est très bien, avec les familles. Ouais. Voilà, avec effectivement des familles. Donc là, au musée Guimet, nous avons la famille Kabulo, la famille Samouraï. On va les descendre un tout petit peu. Vas-y, ouais. Ah oui. Hop là. Voilà. Nous avons la famille Bollywood et la famille Samouraï. Et qui reprennent alors. Les dessins les œuvres sont reproduites, sont des œuvres qui appartiennent au musée Guimet, pardon. Et il y a un petit fascicule qui est remis avec et qui reprend dedans, voilà, les reproductions des œuvres avec un petit laïus sur le thème des familles et puis après le nom des œuvres. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant pour se familiariser. Au musée Guimet. Voilà, la même chose a été faite pour le musée d'Orsay avec des œuvres du musée d'Orsay. Là, moi j'aime beaucoup celui du musée d'Orsay qui est très amusant parce que les noms des familles sont assez amusantes aussi. Voilà, on a la famille à plein tube, on a la famille Nabi en rose, on a les familles Salonard, on a la famille du rêve, voilà, qui reprennent. Merci Benoît. Plein tube. Et non, là je suis plus en chant. Nabi en rose. Non, je vais. Du rêve. Voilà, et par exemple la famille Trop Vrai, voilà, qui reprend donc. Pour la famille Trop Vrai, on est sur les périodes naturalistes avec des peintres naturalistes. Voilà, du rêve, on est sur les symbolistes, Nabi en rose sur les nabis. Voilà, donc c'est assez amusant. Voilà. Moi j'aime beaucoup. La dernière boîte, on va ranger un peu. La dernière boîte, c'est Chapeau Picasso. Qui est ici. Voilà, qui est ici. Là, c'est un jeu, voilà, ça s'appelle le Mémoriste. À partir de 3 ans, il faut retourner les objets, les petits carrés, les reconnaître. Voilà, c'est un memory classique. Avec des œuvres de Picasso, ça permet aussi de se familiariser avec Picasso. Voilà, tout ça chez Flammarion, hein. disponible du coup dans toutes les librairies de musée aussi notamment. Voilà, et le coût... on va vous donner le prix rapidement, 8,50€ pour les jeux de cartes, 14,50€ pour le jeu de memory. Voilà. Super, très bien, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé pour aujourd'hui. Coupefil, le magazine de l'art sur Watch TV. On se retrouve sur les réseaux sociaux et bien évidemment live en direct le mois prochain. À très bientôt, Pierre. À bientôt. Bientôt. Au revoir, Benoît.